Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Je suis Denis Martel et cette semaine, je vous présente une entrevue que j'ai faite avec la nouvelle députée de Gaspé, Mégane Perry-Melançon, du Parti québécois. Donc, bonjour, Mégane Perry-Melançon, on dit comme ça? Oui, Perry-Melançon, oui, je l'entends de toutes les façons, donc je suis très habituée. Juste par curiosité, as-tu une origine particulière? Perry de Cap-des-Rosiers, comme ça permet de se rappeler là, comment le prononcer. C'est un village là, tout près de Gaspé, en Gaspésie, puis ça vient des îles Jersey. Donc, normalement, j'imagine que c'était originalement prononcé à l'anglaise, mais là, maintenant, on le prononce Perry comme ça, oui. Il y a une communauté anglophone quand même en Gaspésie qui est assez... Oui, particulièrement dans mon comté. Je serais curieuse de savoir les chiffres maintenant, là, actuellement, combien ils sont rendus, parce que je pense que le nombre diminue là, d'année en année, mais on a quand même une belle communauté anglophone, là, des gens très impliqués qui sont là depuis longtemps. Encore vifs. Oui, exact. Donc, je suis content de te recevoir aux Engagés publics. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est dans ton bureau à l'Assemblée nationale. Donc, c'est dans toutes les entrevues que j'ai faites, c'est la première fois que j'ai cette chance-là d'être invité directement dans le bureau d'un ou d'une députée à l'Assemblée. Donc, je te remercie beaucoup. Merci aussi d'accepter l'invitation des petits médias comme le nôtre. On a parlé tantôt un peu de notre mission. Tu connais maintenant la mission des Engagés publics. Tu sais aussi... Que c'est une chance d'avoir un vrai espace pour pouvoir parler, pas juste de la clip, hein, comme on est habitué, puis des fois qui rend le propos, qui rend pas bien les propos des politiciens en général. Content aussi de te recevoir. Parce qu'on entend peu parler des régions, hein? On entend plus parler de Montréal, même New York et Paris dans nos propres médias que de ce qui se passe dans nos propres régions. Donc tout ça combiné fait que je suis vraiment content d'être ici. Je suis contente de l'entendre parce que c'est vrai, exactement. On n'entend pas suffisamment parler des régions. Puis quand on a l'espace pour en discuter, c'est bien certain que peu importe la taille du média, pour moi, c'est un plaisir vraiment de pouvoir discuter de mon patelin. Bien, merci beaucoup. Mégane, parle-nous de toi. Donc, les gens, je pense, t'es toute nouvelle, t'es arrivée un petit peu comme une surprise. Il y a eu des petits imbroglios sur lesquels on va revenir tantôt. Mais justement, je pense que t'es tout à connaître, t'es une découverte pour beaucoup de gens au Québec. Parle-nous de ton background. C'est qui Mégane Perry-Melançon en dehors de la politique? Là, je ne sais pas si tu nous as déjà écouté, on a une expression, on dit c'est qui la Mégane normale, celle qui ne fait pas de politique? J'aime ça. Tout d'abord, je suis originaire de Gaspé dans mon comté. J'ai 28 ans, alors je fais partie là, de cette vague de nouveaux députés jeunes de la vingtaine. Et puis, j'ai un parcours académique un peu atypique, là. J'ai des formations en cinéma et communication, j'en ai une autre en gestion touristique, une industrie qui est très porteuse pour nous en Gaspésie. Et tout plus récemment, là, je suis en train de terminer une formation universitaire en gestion internationale là, avec le baccalauréat en administration des affaires. Donc, j'ai quand même un profil, je dirais, orienté vers le monde. Alors, j'aime bien pouvoir faire un peu là, la connexion entre les régions, les petits milieux plus loin, plus isolés au Québec et tout justement là, ce qui se passe sur la scène internationale. Alors, je pourrais dire que j'ai un peu ces deux profils-là. Là. Autant j'ai été aux études à Montréal pendant 6 ans, alors j'ai quand même, c'est ça, les deux réalités. Mais je peux dire que j'ai un attachement là, vraiment profond pour la Gaspésie, ce qui fait que je suis ici présentement en politique parce que sincèrement, je le fais vraiment pour défendre les intérêts de ma région. Je crois énormément au potentiel de la Gaspésie. Alors, comme vous savez peut-être, j'ai travaillé pour le député sortant, Gaétan Lelièvre, comme attaché politique à son bureau. Alors, c'est là que j'ai découvert vraiment le monde politique. Tu as développé ta passion. Exactement. Donc, je n'avais pas étudié en sciences politiques. Tu étais en tourisme quand il est venu te chercher. Hein? Exactement. J'ai été recrutée là, dans son équipe quand je travaillais contractuelle à la ville de Gaspé sur un projet là, d'exploitation
d'un site touristique, un nouveau site qui s'appelle la Pointe-aux-Haras. Et c'est là que j'ai été repêchée et que j'ai vraiment là, eu la piqûre de la politique, malgré que c'est un monde assez... on peut penser que c'est un monde froid puis difficile, mais j'ai eu une campagne qui est vraiment tout le contraire, là, une campagne très chaleureuse. Puis on va en rediscuter. On va en parler. C'est quoi qui t'a amené en politique? Ce qui m'intéresse, c'est que tu nous expliques un petit peu ton parcours militant, autant au point de vue des valeurs qui t'ont amené là que du parcours. Ça a été quoi tes implications? Là, on en a un peu... On a commencé à en parler à travers ton historique avec M. Lelièvre, mais... Oui, bien, l'histoire, pour être plus dans les détails, justement, j'ai travaillé comme attachée politique. J'ai décidé finalement de retourner aux études pour vraiment aller chercher une formation plus au niveau universitaire. J'avais déjà des crédits de fait là, à l'université, mais vraiment, je n'avais pas encore de formation à mon CV. Alors, j'ai décidé de quitter le bureau à ce moment-là pour vraiment aller retourner à Québec et faire ça plus rapidement pour revenir en région par la suite. Ça a toujours été ça l'objectif. Et là, vous voyez, il me reste encore quelques crédits à aller chercher pour dire que je suis diplômée là, en gestion internationale. Tu le fais à l'Université Laval? À l'Université Laval, effectivement. Et puis c'est ça, dans le fond, j'étais en mission commerciale au Pérou. Oh, wow! Dernièrement, ça? Dernièrement, oui, au mois de mai dernier. J'ai fait une mission de 3 semaines à Lima pour aider une entreprise mauricienne à recruter du personnel là, sur la scène internationale parce qu'on sait qu'on a des problèmes de main-d'œuvre ici au Québec. Déjà axé sur des enjeux là, concrets, actuels. C'est ça. Donc, moi, je me disais, ça, c'est bien certain que ça sera un avantage pour ma région parce qu'on a des gros problèmes de main-d'œuvre, comme partout au Québec. Alors, j'étais au Pérou quand j'ai su que M. Lelièvre ne ressollicitait pas un autre mandat là, en politique. Alors là, ça a commencé à faire du chemin dans ma tête. J'ai eu des discussions justement avec des gens du Parti québécois parce que pour moi, il n'y avait pas aucune autre possibilité, aucune autre formation politique là, qui m'intéressait. Pour moi, ça a toujours été le Parti québécois, le Parti des régions notamment, qui en a fait beaucoup pour la Gaspésie. On a eu l'occasion justement d'en reparler avec le décès de M. Bernard Landry. On a vu que le Parti québécois avait été avait beaucoup aidé la Gaspésie à se développer là, dans les années 2000. Alors, j'en ai parlé justement à mon chef, Pascal Bérubé, qui m'a toujours appuyé dans ce projet-là de me présenter en campagne. Et puis, l'idée a fait son chemin. J'ai eu l'appui de ma famille. C'était très important. Je suis vraiment quelqu'un de très près de sa famille. Donc, quand j'ai eu l'appui et le courage et tout ce qu'il fallait pour se lancer, bien, j'ai pris ma décision. Est-ce que tu avais déjà milité dans des instances avant ça? Seulement, quand je travaillais vraiment au niveau de la politique, là, il y avait eu des courses à la chefferie. Tu fais partie d'un exécutif ou de... Non, j'ai pas... non, c'est ça. J'ai peut-être sauté des étapes, hein, finalement, mais bon, il n'y a pas de parcours là, conventionnel. En tout cas, il n'y a pas de parcours officiel. Une chose qui est certaine, c'est que tu n'es pas une politicienne professionnelle, puis ça fait du bien. C'est ça, ben oui, je sors un peu du moule, du profil de politicien là, typique. C'est vrai, puis au début, justement, j'avais un petit peu de réticence par mon âge. Je me disais, est-ce que j'ai ce qu'il faut parce qu'il me manque peut-être un peu d'expérience sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui t'a tracé la voie par rapport à ça? Comment tu as réglé cette hésitation-là reliée à ton âge? Bien, je ne l'avais pas tout à fait peut-être réglée quand je me suis lancée parce que j'ai eu une investiture contestée qu'on appelle là, au Parti québécois quand on est plusieurs candidats à vouloir se présenter sous la bannière du Parti québécois dans une région. Eh bien là, on a une investiture, une assemblée, puis c'est les membres qui nous désignent comme candidats. Et là, j'ai comme fait une pré-campagne un peu parce que j'ai été vraiment cognée à toutes les portes des membres. Je voulais vraiment me présenter, que les gens sachent qui je suis et tout. Alors, ça m'a permis d'avoir un premier pouls. Puis, c'est là que j'ai senti que vraiment, là, au niveau des membres, déjà, les militants du parti étaient vraiment très ouverts à ça, une jeune candidature. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était une force, finalement, mon jeune âge, parce que les gens sont vraiment un peu, bon, on l'a dit souvent, désillusionnés, très cyniques envers la politique, les gens qui sont dans ce milieu-là. Donc, je pense que j'ai amené un vent de fraîcheur que j'ai ressenti par la suite, après avoir gagné à 80% des voix, là, cette investiture-là, je savais que j'étais à la bonne place. Là. C'est vraiment au contact des gens que
t'as trouvé ta place. Oui, je suis vraiment... je suis quelqu'un de très près des gens. Puis c'est comme ça que j'ai fait campagne également. Je n'étais pas dans les grosses annonces, dans les médias, la radio, tout ça. J'étais vraiment sur le terrain. J'ai fait énormément de porte-à-porte. Je suis rentrée chez les gens qui m'ont parlé de leurs préoccupations parce que c'est vraiment là que j'ai réalisé quelles étaient les préoccupations au quotidien de ces personnes-là. On va y revenir là-dessus. Bon, Oui, non, mais c'était pas pour t'arrêter. C'est juste que cet élément-là m'intéresse particulièrement. Oui, on va y super revenir. Intéressant. Pourquoi tu as choisi le PQ rapidement? Pour les valeurs, justement, axées sur les régions. C'est un parti qui est intègre, qui a toujours eu une base solide. L'article 1 fait qu'on est... l'indépendance est vraiment, pour moi, un projet de société qui est encore réel, qui est encore vraiment d'actualité. J'espère qu'on va réussir à vraiment informer les gens parce que c'est ce qu'on a besoin. Le projet est encore vraiment à toute sa place dans l'espace public. Il faut juste arriver à informer les gens de ce projet-là parce que je fais partie des jeunes générations qui en connaissent un peu moins sur l'indépendance, sur les avantages qu'on aurait d'être vraiment un pays, le Québec. Alors, ça, pour moi, ça fait partie de mes objectifs comme politicienne. Et puis, c'est ça. Le Parti québécois, pour moi, est le parti de l'indépendance du Québec. Alors, c'est une des raisons principales et parce que la Gaspésie a besoin d'un Parti québécois fort là, pour défendre ses intérêts. Élu avec 41 voix de majorité. Oui. après avoir été donnée perdante le soir même, c'est quoi qui s'est passé? Probablement que tu t'en es fait parler beaucoup, mais sache que quand même, à l'extérieur de la région de Gaspé, là, honnêtement, je pense que les gens ne savent pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Le fameux ballot qu'on dit, 61. Oui. Et puis là, je lisais là-dessus, sur l'enquête à venir. Il y en aurait eu d'autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pour commencer, la journée du 1er octobre, les candidats n'ont pas beaucoup à faire autre que de se promener dans les bureaux de vote, serrer des mains, surtout les employés qui sont là toute la journée, qui travaillent fort. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis promenée dans mon grand comté. J'ai fait beaucoup de routes. Je suis allée rencontrer les gens qui étaient sur place. Et c'est drôle parce que j'ai terminé au pôle de vote 61, qui était à l'école, dans une école anglicane qui se trouve vraiment en face de chez mes parents. Alors, c'est vraiment dans le secteur de ma famille, là. Et puis, l'ambiance était bonne. Je me disais, oh wow, s'il faut que ce soit vraiment comme ça partout dans mon comté, je pense que ça sentait vraiment très bon. Alors là, vous savez ce qui est arrivé. J'ai été défait sur le coup, là, la soirée des élections, le 1er. Mais pour mon peu d'expérience en campagne, ne m'a pas fait aller chercher plus loin que ça. Je n'étais pas, moi, en mode, il faut trouver une lutte aussi chaude, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. C'est vraiment plus mon comité électoral qui a beaucoup d'expérience en campagne, qui, là, s'est dit, avec aussi peu. Puis c'est parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on voyait les résultats en temps réel un peu. Là, chacune des boîtes, on voyait l'écart qui n'arrêtait pas de se rétrécir dans la fin du comptage. Puis là, à un moment donné, il y a eu un gros gap, il y a eu un gros écart de plus de 100 là, d'un coup. Donc là, ceux qui sont plus habitués, justement, se sont dit, oh là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, là, il faut vraiment qu'on aille au fond des choses. Donc, avec les résultats pôle par pôle, ben là, tout de suite, mon délégué officiel, Maurice Mainville, a dit, oh là, c'est pas normal que... C'est quoi son nom? Maurice Mainville. Maurice Mainville. Oui, que je salue et que je remercie encore du fond du cœur pour avoir constaté ça rapidement. Et puis, c'est ça, les 194 votes avaient été donnés à un seul candidat. Alors, les 3 autres candidats, Québec solidaire, la CAQ et le PQ, avaient eu aucun vote. Et là, je vous rappelle qu'on est dans un secteur que je connais très bien. On est chez moi, dans ma ville natale, devant... En face de chez vous. En face de chez moi, vraiment. Donc là, il y avait quelque chose, il y avait anguille sous roche. Là. Et puis, ça veut dire que même tes parents n'auraient pas voté pour toi? Je pense que les autres avaient voté par anticipation. Okay. Mais quand même, ça reste qu'on a des témoignages de gens... Il y avait moyen de se méfier. Oui, vraiment. Puis on avait des témoignages de gens qui nous disaient, écoutez, moi, je n'ai pas voté pour le candidat libéral. On ne peut pas demander à quelqu'un de dire pour qui il a voté, mais l'avocat du Parti québécois a été chercher des affidavits de gens qui témoignaient ne pas avoir voté pour le candidat libéral. Et puis, on avait des scrutateurs aussi sur place qui nous avaient un peu donné là, le portrait, là, les chiffres qu'eux avaient en tête. Donc, déjà là, on savait qu'il y avait
avait un problème. Et puis là, je vous rappelle, le recomptage a eu lieu seulement 10 jours plus tard. Donc, l'attente a été interminable. Vraiment. Mais pour moi, le dénouement était heureux. Alors, c'est sûr que j'ai pris mon mal en patience. J'avais une bonne idée que le recomptage allait me donner la victoire. Alors, je voulais pas être trop confiante, mais je savais qu'il y avait des bonnes chances que Est-ce que tu penses que pour Alexandre Boulay, ça a été aussi stressant, ce moment-là? Stressant, puis peut-être désespérant, parce que si moi, j'avais autant d'espoir, lui, il avait... D'avoir de l'anxiété. C'est ça, là. On savait qu'avec tous les calculs mathématiques, me donnait la victoire, là, parce que quand on lui enlevait justement ces 194 voix-là, je prenais le lead, qu'on peut dire. Donc, c'est ça. Je pense que pour lui, très tôt dans ce processus-là, il était bien conscient qu'il y avait des grosses chances qu'il perdait son titre de député. Il n'est pas vieux, Alexandre. Est-ce qu'il est dans le même groupe d'âge que toi? Trentaine, peut-être mi-trentaine, je dirais, avec 3 enfants. On n'a pas du tout le même profil, mais on est tous les deux quand même, je pense on peut dire qu'on est encore les deux très bien. Mais je me demandais si vous aviez été des contemporains à l'école ou je sais pas quoi. Non, c'est ça. Il était un petit peu plus âgé que moi. Là, oui. Mais effectivement, ça a dû être tout un choc pour lui après y avoir cru. Là. C'est ça. J'ai toujours eu une pensée pour lui parce que... Puis même que c'est lui qui a demandé aussi... qui a formé une plainte là, pour pouvoir faire enquête sur ce qui s'était passé. La boîte 61 pour, je pense, aussi se dissocier des commentaires qui avaient pu circuler là, après le... Oui, c'est ça, parce que là, on devient méfiant. Ça porte à réflexion. Tout le monde en fait leur propre... Ça rend méfiant, là. Oui, mais on va le savoir. Le directeur général des élections va enquête actuellement. Exact. Donc, on a eu là quelques, je pense, 9 ou 10 enquêteurs sur le terrain là, dans les derniers jours. Et puis, moi, je m'attends à ce que le DGE vraiment... fasse la lumière. Oui, puis que le rapport soit vraiment rendu public. Là. Les gens attendent ce dénouement-là, savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis longtemps. Moi, tous les jours, je me fais demander, là, est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Est-ce qu'on sait si ça a été une erreur? Ça va être comme le but d'Alain Côté pour toi. Ça. Oui, tu vas en entendre parler jusqu'à la fin des... C'est ça, exactement. Des jours. Peut-être pas à ce point-là. Là. Mais lui, je pense qu'il se fait parler de son but à tous les jours. Oui. Quoi qu'il en soit... non, juste pour je connais l'agent officiel d'Alexandre. Je fais beaucoup de plongée sous-marine, donc j'étais un gros amateur de la Gaspésie, puis je vais beaucoup dans le coin. Puis Bill est un de mes amis, fait que c'est pour ça que je regardais ça. Je regardais déjà ça d'un coup. Je garde toujours un œil sur cette lutte-là. Oui. Bon, là, c'est le temps. Qui sont les électeurs de Gaspé? Tu dis que tu as été au contact des électeurs. Qu'est-ce que tu as appris des électeurs de Gaspé à leur contact, justement? J'ai appris que le comté de Gaspé, là, il y a pas un profil d'électeur, justement. J'ai tellement un grand comté, un grand territoire à couvrir que chacun des villages, chacune des villes a vraiment ses propres réalités, ses défis économiques, socio-économiques plutôt. Et puis que les gens s'attendent pas tous à la même chose d'un politicien, mais quand même, une attente générale, disons, c'est l'écoute, l'empathie. Et puis je pense que quand les gens ont vu que j'avais ce côté humain-là vraiment recherché de plus en plus de nos jours en politique, c'est ce qui m'a aidée. C'est ce qui m'a aidée. Puis quand on a réalisé que j'avais vraiment une belle écoute puis un bel accueil sur le terrain, en porte-à-porte, disons que mon comité s'est dit « OK, Mégane, ça va être cette approche-là qu'on va avoir. » Puis on a été beaucoup plus large que juste les membres. Il y en a qui ont cette stratégie-là. Quand on a justement plus de sympathisants d'une certaine formation, on se dit on va consolider ces acquis-là et puis le reste, on va peut-être plus tard essayer de faire d'autres games. Mais moi, j'étais beaucoup réticente à ça. Je voulais vraiment pouvoir rentrer en contact avec tous les gens de toutes les formations, toutes les allégeances. Pour moi, être député, c'est représenter vraiment toute la population. Donc, je voulais pas commencer ce travail-là juste une fois élu. Je l'ai fait en campagne. C'était audacieux parce que il y avait énormément de facteurs externes aussi qui n'étaient pas de mon côté dans cette campagne-là. On le sait, là, la campagne du Parti québécois a été vraiment difficile. Il y avait une vague qu'on ressentait même en Gaspésie, mais qui ne nous a pas affectés finalement, assez pour élire un candidat de la CAQ.
Mais il y avait beaucoup le candidat libéral qui était une candidature très forte aussi. Alors, j'ai eu la visite de plusieurs ministres, du premier ministre 2 fois aussi en campagne. Ah oui, hein? Oui, j'ai eu une campagne très... eux, ils y croyaient. Les libéraux, ils allaient pour la victoire. Exactement, là. Parce que si vous êtes un fan de la plongée, vous savez que Yo, comme on appelle, Georges Mablonnet Écoute, j'en ai était... un petit frisson. Ben oui, c'est ça, exactement, qui était un homme très apprécié. Ici, à l'Assemblée nationale. Exactement, et qui était un député de la formation du Parti libéral. Alors, les libéraux ont vu une possibilité. Fort potentiel, ouais. Exactement. Alors, ils m'ont pas donné beaucoup de chance. Ça n'a pas été facile comme campagne, mais finalement, je vois que tous les gestes posés sur le terrain ont fait en sorte qu'avec 41 voix de majorité, je suis capable de mettre des noms sur les personnes qui ont fait en sorte que je suis là présentement. Wow. Tu avais vraiment une grosse machine derrière... contre toi, sûrement aussi avec toi, parce que tu as eu des gens, je t'entends parler de tous les gens qui se sont engagés dans ta campagne, puis je trouve ça extraordinaire. Puis compte tenu de la nature de notre podcast, c'est vraiment pertinent et intéressant, mais vous faisiez face à une grosse pointure. Là. Il y avait des appuis d'affaires importants aussi. Exactement. Dans la communauté d'affaires. Oui, dans la communauté d'affaires, qui était un directeur d'usine de... Bill Sheehan. Ben aussi, je veux dire, le candidat qui est aussi un directeur d'usine de fabrication de pales éoliennes, LM Wind Power, qui emploie au-dessus de 500 employés. Wow. Alors oui, il avait été chercher quelqu'un... de l'économie contre Meghan. Oui, puis c'est ça. J'ai pour mon dire que les libéraux ont été chercher le candidat qui pouvait faire que le comté devienne libéral. Puis, quand même, de mon côté, je crois, en toute modestie, que le Parti québécois a réussi à avoir la candidate pour battre ce candidat-là. Donc, je lève mon chapeau pour avoir réussi. Oui, 41 voix exactement. À l'arraché. Oui, puis je remercie mes bénévoles, comme vous dites. Là, c'est comment d'être député? Là, c'est tout nouveau pour toi, on le disait tantôt. Qu'est-ce qui change? C'est quoi les éléments qui t'ont frappé? Pour moi, c'est vraiment intéressant de pouvoir être en premier plan sur tous les gros dossiers, tous les projets qui sont en cours actuellement dans ma région et puis de pouvoir s'assurer que le gouvernement prenne connaissance de ces dossiers-là, soit au courant de l'état actuel des dossiers. Donc, je trouve que c'est vraiment un privilège pour moi de connaître tout ce qui se passe en ce moment dans la région. C'est beaucoup de rencontres, de demandes de rencontres présentement parce qu'avec un changement de député, on veut s'assurer que les dossiers soient rendus quand même encore à l'attention de la nouvelle députée en place. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup de rencontres. La vie de parlementaire n'a pas encore commencé. Là. Je ne suis pas encore active dans les travaux parlementaires. Alors oui, je sais un peu qu'est-ce qui m'attend, mais je n'ai pas encore goûté à ça. Là. La vie de parlementaire avec les périodes de questions, tout ça commence le 27 novembre. Alors, pour l'instant, c'est vraiment le rôle de député sur le terrain dans sa circonscription et je trouve ça franchement très intéressant. Est-ce que les regards changent? Je ne crois pas être le type de député dont je pense pas que les regards ont changé nécessairement parce que j'étais très accessible en campagne puis je pense que les gens le savent que je vais pas, ça changera pas la façon que je vais approcher les gens. Je veux me garder très disponible, encore à l'écoute. Donc, je crois que non, ça m'a peut-être donné un peu j'ai gagné en respect, je crois, là, avec justement l'histoire du recomptage et tout ça. Le monde encore ma famille se promène, puis c'est encore beaucoup de commentaires de félicitations à votre fille, puis oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que les gens savent je suis qui, là. Il n'y a plus de doute, la députée Mégane Perry-Melançon. Oui, il y a un certain changement quand même dans le... Puis c'est ça, un député de des région... nouveaux regards. Oui, parce qu'un député de région, exactement, est vraiment très connu, là. On a la chance d'avoir beaucoup de médias locaux qui nous donnent la visibilité. Oui, il y a encore des écosystèmes médiatiques locaux. Hein, vraiment, chez nous, c'est très, très fort. Oui. Donc, ça me permet vraiment d'être en contact avec ces gens-là. Même quand je suis à Québec, par exemple, je peux faire des entrevues facilement avec les médias locaux. Alors, c'est sûr qu'un député de région a vraiment une belle... visibilité. Une belle visibilité, oui, absolument.
Est-ce que les gens t'appellent Madame la députée? Comment ça... En riant, toujours avec un sourire en coin. Oui, Madame la députée, parce que c'est mon titre formel, mais oui, avec toujours un petit sourire en coin. Puis là, il y a toujours ce moment-là où les élus locaux, par exemple, ne savent pas, bon, est-ce que je commence à la vous voyez, parce qu'elle est quand même beaucoup plus jeune. Donc, c'est toujours drôle. Là. Ça allège justement les débuts de rencontre. C'est toujours plaisant. Okay. Tu disais, j'ai écouté quelques vidéos pour me préparer un petit peu, puis je suis tombé sur un moment donné, tu disais dans une de tes allocutions, un truc qui m'a intrigué, tu disais que tu iras pas à Québec, puis là je dis tu n'es pas à Québec. Tu n'es pas à Québec pour te battre, qu'on ne fait pas de la politique comme dans les années 50. Oui. Hein? J'allais chercher ça dans un de tes... oui. Tu parles de politique stratégique. Est-ce que tu peux nous expliquer cette... Bien, c'est que j'avais un adversaire en campagne qui disait beaucoup ça. Je vais aller me battre pour vous. Puis je trouvais que en tout cas, ça me collait une image de politicien qui défonce encore les portes puis qui parle fort. Puis oui, je trouvais qu'il y avait quelque chose de masculin là-dedans que je trouvais un petit peu, en tout cas, que ça méritait quand j'entendais ça. Donc, c'est d'où cette phrase-là que vous avez repris. Oui, c'est là que je l'ai dit. Je pense que c'était en fin de débat. On avait une allocution de fermeture de débat. Puis c'est là que j'ai dit, bon, regardez, moi, je m'en vais pas me battre, là. À Québec, je suis quelqu'un qui est capable de mettre la partisanerie de côté, vraiment, vraiment. Là. Je pense que c'est plus stratégique d'essayer de créer des liens d'affaires puis des collaborations ponctuelles sur certains dossiers. Puis on l'a vu parce que c'est un monde tellement difficile à cause de ça, justement, là, la partisanerie, souvent qui se mêle aux dossiers qui sont censés être, selon moi, traités vraiment de façon objective. Il y a trop de subjectivité en politique, justement, puis ça nuit plus qu'autre chose. Là. Puis la Gaspésie peut pas se permettre qu'il y ait des dossiers qui ne passent pas en raison de mauvais liens avec le gouvernement. Des égos, Oui, c'est ça. Donc, puis ça, je l'ai dit souvent, là, si je commence à avoir un trop gros égo, je veux que mon monde me remette en place parce que pour moi, ça n'a pas sa place, un gros égo en politique. Puis c'est souvent ça qui fait traîner les dossiers. Alors, c'était ça, je pense, ma manière stratégique de voir les choses, c'est ça, développer ça super intéressant. Je pense qu'avec le super exécutif que tu as, pour ce qui est de te ramener à un moment donné, si tu en as besoin, probablement qu'ils ne se gêneront pas. Absolument. C'est une grande richesse. Vraiment. Ça a beaucoup de valeur. Écoute, là, j'ai une longue question. Oui. C'est sur les régions. Okay. Au début, j'avais mis une question. Je voulais que tu nous expliques la débâcle péquiste. Je ne veux même pas en parler, ça ne sert à rien. On va regarder. J'ai même pas envie de te poser cette question-là. On va regarder plutôt les citoyens. On va se tourner vers les citoyens au lieu de se tourner vers les partis. Les régions sont majoritaires au PQ. Oui. Moi, j'ai toujours trouvé un peu navrant qu'il y ait une gestion montréalo-centriste quand même au PQ. La dernière CNPP, d'ailleurs, après une élection dans l'Est, qui se retrouvait encore à Montréal. Il doit y avoir des raisons... financières, peut-être. Financières, fort probablement. Mais en tout cas, en même temps, pour ce qui est du signal, ça m'a pas... moi, personnellement, ça m'a pas rassuré. Puis j'ai demandé à une de mes très, très bonnes amies, en fait, ma conjointe, qui est en région. Oui. J'ai demandé, parle-moi donc des régions, aide-moi donc à me préparer. Voici ce qu'elle m'a répondu. OK, je te le lis. En région, les agriculteurs se suicident, les entreprises ont de la difficulté à recruter des employés, les trajets d'autobus et de train sont coupés. Pourtant, il y a du vrai monde qui habite en région, des jeunes avec de l'ambition et en amour avec leur région. Les entrepreneurs veulent participer à la vie économique du Québec, mais le gouvernement s'acharne à développer des projets qui ne sont porteurs que pour les centres. C'est bien dit. C'est triste, hein, mais c'est la réalité, tout à fait. C'est très bien. Le portrait est réel, là. C'est désolant, oui, de voir ça parce que on le sait qu'avec une volonté politique en Gaspésie, ça a toujours mené à de grandes choses, des projets structurants pour l'avenir de la région. Alors, j'espère qu'on aura cette occasion-là de faire valoir certains points là, de la Gaspésie au premier ministre parce que, justement, j'écoutais une entrevue donnée par Gilles Gagné là, de la Gaspésie, Bernard Landry. À la base, c'est un mouvement qui s'appelle les Patriotes gaspésiens qui avait mis beaucoup de pression sur le gouvernement pour dire, écoutez, là, on parle de génocide économique. Là. Il était prêt à aller là, il était prêt à aller à Genève là, pour faire valoir les droits des Gaspésiens. C'était vraiment un gros mouvement. Puis, c'est vrai qu'on n'a pas assez... comment dire,
le gouvernement ne tient pas assez compte de nos réalités. On n'est pas des quémandeurs, là. Je pense qu'on est très capable de s'organiser. On a des entrepreneurs super, super dynamiques sur le territoire, mais on a besoin quand même de l'écoute puis de certaines subventions du gouvernement. Secteur des pêches, justement, agriculture, pêche, forêt, on a des beaux secteurs, des industries vraiment qui génèrent beaucoup d'économies là, au plan national, alors il ne faut pas les négliger. La question des transports, vraiment, on n'est plus capable d'entendre parler de ça, là, de le retour du train. On peut-tu l'avoir qu'on passe à autre chose parce que c'est un gros frein. Est-ce que ça va arriver? Là, on parle du retour du train de Via Rail ou de train de transport? Transport et marchandises. Les deux, marchandises et passagers. Oui, on veut les deux. On veut pas... mais je ne savais pas que même le train de transport avait... Oui, c'est ça. C'est parce que le rail a besoin d'entretien majeur, là, les ponceaux, les ponts, tout ça. Puis là, on ne parle pas de milliards, là, comme le troisième lien. Là, je veux dire, c'est quand même raisonnable là, ce qu'on demande. C'est pour le développement d'une économie. C'est pour le développement économique, le tourisme... les individus qui vivent aussi, qui se sentent isolés, les personnes âgées, là, ils ne prennent pas leur voiture l'hiver pour aller visiter la famille à Montréal. C'est le train que ça prend là, dans ces situations-là. Et puis, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Monsieur Bonnardel aurait dit à un événement là, au maire de Gaspé que l'annonce que les libéraux avaient faite était toujours encore là, sur la table. Donc, une annonce Est-ce que tu peux nous le rappeler, s'il te plaît? Oui, c'est une annonce, je pense, de 100 millions de dollars là, pour le retour du rail, mais en tout cas, je pense que ça ne sera pas suffisant. Il va falloir que l'étude soit remise. Mais c'est pas un dossier fédéral, ça? Non, parce que le gouvernement provincial a fait l'acquisition de ce rail-là. Parce qu'il était laissé à l'abandon par le fédéral. Exactement. Oui, mais il a aussi été repris par un regroupement là, du train. Je ne me rappelle pas exactement le nom du regroupement, mais il y a eu quand même aussi un passage. Donc, il y avait un regroupement d'hommes d'affaires d'hommes et de femmes d'affaires qui avaient... C'est ça, oui. Qui a fait l'acquisition du rail. Exactement. Mais là, il semblerait que c'est pas encore... on peut reprendre espoir là, dans ce dossier-là. Mais il y a aussi le transport aérien qui est très, très coûteux. Moi, ça avait été une thématique de M. Lisée, d'ailleurs, à un moment donné. L'instauration d'un prix plancher qui permettrait à la concurrence de vraiment s'implanter où est-ce qu'il y a des monopoles d'Air Canada en ce moment, là, comme chez nous. Les prix sont faramineux parce que Air Canada n'a pas de concurrence. Puis, aussitôt qu'arrive une petite compagnie qui essaie de s'implanter, ben là, Air Canada baisse drastiquement ses prix, puis tout de suite, il tue toute la concurrence possible. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que l'instauration d'un prix plancher pourrait être intéressant parce que ça permettrait de financer un peu les compagnies, les plus petites compagnies, le temps que Air Canada arrête de faire ça, là, arrête de jouer avec ses prix. Ouais. Donc, puis, tu sais, tantôt, je disais... le portrait est noir, là, quand même. Quand tu regardes les régions, il y a beaucoup... il semble y avoir il y a de l'inquiétude, il y a même de la souffrance. C'est quoi que tu as entendu sur le terrain, les éléments, les thématiques dans cet ordre-là qui sont revenus, qui te sont apparus comme prioritaires? Bien, il y a des aberrations, vraiment. La couverture, par exemple, cellulaire, la couverture Internet, qui est pas... il y a certaines places où est-ce que le réseau n'est pas encore... les gens ne sont pas encore branchés. Il y a aussi l'eau potable. Il y a des villes là, que ça fait des années qui n'ont pas d'eau potable. Je veux dire, on est au Québec, là, puis on est en 2018, donc il y a vraiment des problématiques comme ça, qui sont dans le quotidien de certaines personnes. Donc, avant de parler là, de gros investissements... On réclame de l'Internet haute vitesse, mais il y en a que tu me dis qui n'ont pas d'eau potable. Oui. Chez nous, il y a des endroits où est-ce que l'eau n'est pas encore potable. C'est vraiment des aberrations. Donc, ça, là, c'est des gens qui sont affectés au quotidien par des manques, des infrastructures vraiment de bas de gamme, là. Alors ça pour moi, c'est des gros problèmes qu'il faut régler le plus rapidement possible. Les enjeux en santé semblent importants aussi. Hein? Oui, on a une population qui est très vieillissante. Là, puis, chez nous, les gens veulent vraiment rester chez eux le plus longtemps possible parce qu'ils ont des attachements profonds pour leur village. Ils ne veulent pas aller là, dans des maisons pour personnes âgées dans une autre ville. On comprend, hein, rester proche de la famille. Donc, imagine, on veut rester à la maison. Imagine rester dans notre région. Exactement. Quel déchirement de... oui. Donc, les services de proximité chez nous, là, on veut
veut vraiment s'assurer qu'ils soient tous maintenus et qu'il y en a d'autres qui soient développés. Soutien à domicile, très, très important. On a, je sais pas c'est quoi les chiffres, mais les proches aidants, là, ça touche presque une personne sur 3 chez nous, là, quelque chose comme ça, une personne sur 4 ou 3 là, même. Donc, de donner du répit à ce monde-là, là, ça ferait pas tard non plus. Donc, des gros enjeux. Oui, effectivement. Donc, ça va prendre... Il va falloir combler aussi les besoins les besoins en main-d'œuvre. Hein? Oui. C'est ce que tu m'en as parlé tantôt. Je me souviens plus si on est en onde ou pas. Besoin de main-d'œuvre, oui, absolument. Puis aussi de s'assurer que nos jeunes reviennent. C'est vraiment relié, là, vraiment, parce que... Pourquoi ils reviennent? Je trouve ça intéressant. On n'est pas dans reste, on est dans le reviennent. Reviennent parce qu'il y a quand même une réalité chez nous. On n'a pas d'université. Bon, donc quelqu'un qui veut vraiment aller chercher des hautes études doit quitter la région. Alors, c'est souvent là qu'on perd certaines personnes qui ne reviennent pas parce qu'ils ont développé des liens ailleurs, ils ont eu des opportunités d'emploi intéressantes à Québec ou à Montréal, dans les grands centres, et on décide de ne pas revenir. De les garder aussi parce qu'on a quand même un cégep très, très actif, qui a des beaux programmes. Le cégep de Gaspé. Le cégep de Gaspé, qui a plusieurs campus aussi en Gaspésie. Alors, l'école des pêches, notamment, qui fait partie du cégep de la Gaspésie des Îles. Alors, ça aussi, c'est de développer des programmes, les garder aussi, puis d'en faire la valorisation de ces métiers-là, parce qu'on a beaucoup de métiers, de professions avec des bonnes conditions salariales qui sont juste peu connues et que peut-être que ça fera en sorte que plus de jeunes restent, justement, n'aient pas besoin de quitter pour bien se former. Cette réalité-là de travail saisonnier, est-ce que c'est pas un peu rebutant, justement? Est-ce que... Puis là, ça touche les aspects... Oui. Ça inclut le fédéral là-dedans. Oui. Travail saisonnier, bien, il y a les pêches et le tourisme qui sont des industries là, vraiment plus saisonnières. Mais il y en a qui sont bien là-dedans quand même aussi, travail saisonnier. On a des retraités, justement, qui reviennent au travail, qui donnent des heures, qui sont très heureux de ça. Donc, on a affaire aux gens de la retraite, là, c'est quand même des employés vraiment importants chez nous pour certaines industries. On a aussi la main-d'œuvre qui provient de l'étranger, les programmes d'immigration qui permettent à des travailleurs étrangers de temporairement venir travailler chez nous. Le secteur des pêches utilise de plus en plus cette ressource-là. Donc, c'est ça, ça sont l'autre de défis. Il y a des solutions qui existent, mais qui sont pas assez malléables présentement. Là, on est dans le mur à mur. Je parle de programme d'immigration. Justement, c'est très difficile de faire venir des gens en région et les besoins sont là. C'est quoi les solutions pour ça? De moduler les programmes. J'entendais justement les gens du secteur de la pêche dire que leurs employés, après, quand la saison termine, ces employés-là voudraient vraiment rester, mais ne sont pas capables de changer d'industrie, d'aller travailler dans le secteur du tourisme, par exemple, parce que leur permis de travail ne leur permettent pas de vraiment changer d'une industrie à l'autre. Donc, ce genre d'initiative-là, de mesures pour... Donc, si je comprends bien, des travailleurs étrangers viennent ici avec un permis spécial, ils font les pêches, puis après ça, ils voudraient se tourner vers autre chose, mais actuellement, c'est ne pas... peuvent pas. Exactement, oui. Donc, de moduler ces programmes-là, ça permettrait, oui, effectivement, à des industries de... Puis ils pourraient choisir de s'installer à ce moment-là. C'est ça. Mais il y a toutes sortes. Hein. Moi, je suis maintenant porte-parole des dossiers qui touchent l'industrie touristique. Oui, c'est quoi tes dossiers que tu t'es fait confier par ton chef? Oui, bien, j'ai le tourisme, j'ai la jeunesse et loisirs, sport et saines habitudes de vie. Donc, c'est vraiment des dossiers... Tu viens de démontrer que tu connaissais tes... Oui, vraiment. Puis c'est ça, tu sais, je connais bien la réalité de l'industrie touristique. Et justement, là, ça pourrait être un beau dossier à suggérer au ministère, à la ministre la ministre du Tourisme, parce que le calendrier scolaire est vraiment pas adapté à la saison, la haute saison touristique. Ça fait toujours en sorte que les employés, par exemple, les étudiants du collège et de l'université quittent pour retourner aux études. Et vraiment, il y a comme une période de la saison haute qui est prise en charge seulement par les employeurs qui ont de la difficulté vraiment à terminer leur saison. Donc ça, c'est sûr qu'il faudrait mieux arrimer les deux
Écoute, j'avais pas. Elle va comment, selon toi, l'industrie du tourisme en Gaspésie? Rapidement, t'en ferais un portrait. Elle va de mieux en mieux, je dirais, parce que les dernières années, on a vu vraiment une hausse d'achalandage. On a beaucoup de visiteurs. La promenade de Percé, on a vu que ça a eu un bel effet aussi sur qui a été remise à niveau là, dernièrement. Ça a vraiment donné un beau coup d'éclat à la ville de Percé. C'était super. Alors, l'achalandage, ça va bien, mais les infrastructures ont besoin d'être mises à niveau beaucoup. Là, l'hébergement, l'offre en restauration également. On a besoin vraiment de se mettre à jour là-dedans. Donc, on le sent, hein? Oui. Je te le dis comme consommateur touristique. Exactement. On le sent quand on va en Gaspésie. Je compare avec, par exemple, l'île du Prince-Édouard, qui est vraiment le tour pour mettre en valeur son terroir d'une façon incomparable actuellement. C'est un bon dossier à travailler. C'est ça, on pourrait s'inspirer exactement des destinations dans les maritimes là, qui ont vraiment des infrastructures plus à jour. Là, puis c'est vrai qu'on a du travail à faire là-dessus. Qu'est-ce qui arrive avec le quai à Percé? C'est une question que je n'avais pas, mais là, tu m'intrigues. Je pense qu'on n'en parlera pas. C'est parce que c'est tellement compliqué. Là, je le sais, il y a eu une tentative de prise de contrôle par les gens locaux pour pouvoir enfin s'en sortir. Puis là, ça a été, il y en a qui voulaient, il y a certains promoteurs de tours qui ne voulaient pas. Exact. C'est parce qu'on parle de la céder à la ville de Percé, mais Percé ne veut pas non plus l'acquérir sans aucune condition. Se retrouver avec tous les frais. Se retrouver avec tous les frais, puis d'entretien. Écoute, on parle de plusieurs millions. Là, donc, non, c'est encore un dossier qui traîne, puis c'est normal. Là. Il y a vraiment trop de... C'est complexe. Je sais pas, tu vas dire, coudon, essayes-tu de me faire parler contre le fédéral? Absolument, mais encore une fois, c'est pas un dossier fédéral, ça? Oui, c'est un dossier fédéral, puis ça traîne, puis... oui, ça pourrait être une bonne raison de parler contre le fédéral, mais je vais vraiment m'abstenir parce que c'est un dossier qui est encore à l'étude beaucoup, là, donc on va laisser les choses aller de leur propre cours. Je vais respecter ça. En même temps, c'est parce que j'avoue que c'est excessivement complexe. C'est commencer à parler de ça sans faire une mise en contexte, ça serait pas intéressant pour nous. Les gens qui prennent la peine de nous écouter. Écoute, ça serait déjà la fin. Oui, je te l'avais dit, ça irait vite. Oui. Ça va super vite. Ça fait quand même près de 40 minutes qu'on parle. Merci beaucoup, Mégane. Ça me fait extrêmement plaisir. Je me permets de t'appeler Mégane. C'était vraiment intéressant. De par ta jeunesse, je pense que t'as quand même des preuves à faire. Hein? Les gens doivent te regarder et dire. Puis le temps qu'on vient de passer ensemble est vraiment rassurant, autant au point de vue de ton implication que de ta vision pour la suite. Je suis contente de l'entendre, c'est vraiment gentil. Je te remercie beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Merci de l'invitation, vraiment. Un grand plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. Restez à l'affût sur nos différentes plateformes pour un prochain épisode. Un, deux. Un, deux. Merveilleux.